Imaginons une seconde le scénario suivant, juste pour poser le décor, un beau matin, un milliardaire visionnaire de la tech fait une annonce mondiale. Il dit en gros qu'il cherche des volontaires pour envoyer des enfants de 10 ans vivre dans la toute première colonie humaine sur la planète Mars. Ah ouais, le grand rêve de science-fiction. C'est ça. Mhm. Sur le papier, c'est l'aventure du siècle, quoi. Mais quand on commence à lire les petits caractères du contrat, on découvre une réalité absolument terrifiante. Et c'est là que le rêve tourne au cauchemar absolu. Exactement. Parce qu'on se rend compte que la gravité sur Mars, ce n'est qu'une fraction de celle de la Terre. Résultat, le squelette d'un enfant en pleine croissance, il va s'y déformer de manière totalement irrémédiable. Mhm. C'est physiologique. Ouais. Et pire encore, il n'y a pas de champ magnétique là-bas. La surface est bombardée par des niveaux de radiation mortels qui vont littéralement endommager son ADN. Et le plus fou dans cette expérience de pensée, c'est le cadre légal. L'entreprise n'a mené aucune étude clinique sur la sécurité des enfants. Zéro, rien du tout. Ouais, aucune donnée. Et pour couronner le tout, il n'y a même pas besoin d'un véritable consentement parental pour embarquer. Il suffit que l'enfant clique sur une petite case sur un écran affirmant qu'il a l'autorisation de ses parents, et hop, décollage. C'est hallucinant. Et évidemment, la réaction logique de n'importe qui, c'est de dire qu'aucun parent doté d'un minimum de bon sens n'accepterait une chose pareille. On n'enverrait jamais un gamin de 10 ans sur Mars. C'est clair. Et pourtant, c'est très exactement ce que notre société a fait au cours de la dernière décennie, sans même s'en rendre compte en fait. Absolument. Nous avons pris une génération entière d'enfants et nous l'avons livré à un environnement extraterrestre, totalement non testé et hostile à leur développement. Celui des smartphones et des réseaux sociaux. Ouais, C'est le point de départ vertigineux de notre exploration d'aujourd'hui. On plonge au cœur de l'ouvrage sorti en 2024, La génération anxieuse du psychologue social Jonathan Haidt. L'objectif de notre analyse, c'est vraiment de comprendre cet effondrement monumental et très soudain de la santé mentale des adolescents qui a frappé au début des années 2010. c'est une vraie cassure. Ouais, une cassure nette. On va parler d'une double tragédie moderne, comment on en est venu à surprotéger les enfants dans le monde réel, tout en les laissant totalement sous-protégés dans le monde virtuel. Décortiquons tout ça. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette métaphore de la vie sur Mars n'est pas juste une figure de style pour faire peur. Elle illustre cliniquement l'ampleur du bouleversement. Mhm. Pour comprendre cette crise, on ne peut pas se contenter de regarder un écran et de dire « Oh, c'est la faute de la technologie ». Il faut regarder l'évolution de l'enfance elle-même. Tout à fait. L'environnement physique, social et même neurologique dans lequel le cerveau d'un enfant s'attend à grandir depuis la nuit des temps, eh bien, tout ça a été effacé et remplacé presque du jour au lendemain. Mais avant d'explorer la psychologie de cette vie martienne, faut poser les bases. Parce que, soyons honnêtes, la première réaction face à ce genre de discours, c'est souvent le scepticisme. Oh oui, la fameuse résistance. Ouais, on entend souvent dire « Oh, c'est juste la panique morale de la décennie ». Les adultes ont toujours eu peur de la musique rock, des jeux vidéo ou de la télévision. Sauf que là, les données racontent une toute autre histoire. Et la chronologie est d'une brutalité sans précédent. Les chiffres sont impossibles à ignorer. On parle d'un point de bascule extrêmement précis, qui se situe entre 2010 et 2015. C'est fulgurant, quoi. Aux États-Unis, sur cette très courte période, la dépression clinique a bondi de 145% chez les filles et de 161% chez les garçons. C'est massif. Et c'est pas du tout une anomalie isolée. Le Canada, le Royaume-Uni, les pays nordiques, tous affichent exactement les mêmes courbes, qui grimpent en flèche au même instant précis. Et il y a ce chiffre du livre qui glace littéralement le sang, les visites aux urgences pour automutilation chez les préadolescentes. C'est-à-dire les petites filles de 10 à 14 ans. Voilà, leurs visites aux urgences sont presque triplées. C'est ça un point fondamental. Il faut vraiment insister là-dessus pour dissiper le mythe de la génération de flocons de neige. Ce ne sont pas des données basées sur de simples sondages où les jeunes diraient juste qu'ils se sentent un peu plus tristes. Ouais, c'est pas du déclaratif. Exactement. On pourrait très bien argumenter que la société a simplement déstigmatisé la parole autour de la santé mentale. Mais là, on parle d'actes cliniques sévères, on parle d'hospitalisation, d'urgence, de cicatrices physiques. Et la synchronicité internationale de ces courbes élimine complètement l'idée que ce serait la faute d'une politique gouvernementale ou d'un événement purement local. D'accord, mais là je me fais l'avocat du diable une seconde. Chaque génération a grandi avec la menace imminente d'un désastre, non? Les baby-boomers faisaient des exercices à l'école pour se cacher sous leur bureau en attendant la bombe nucléaire soviétique. Bien sûr, la guerre froide. Ensuite, il y a eu le terrorisme mondial. Pourquoi est-ce que des événements énormes comme la crise financière de 2008 ou l'éco-anxiété liée au changement climatique ne seraient pas les vrais coupables de cet effondrement mental généralisé? C'est l'objection numéro 1 que les chercheurs rencontrent. Mais historiquement et sociologiquement, ça ne tient pas la route.
Les menaces collectives, les grandes tragédies économiques ou climatiques, ça ne déprime pas les populations de cette façon-là. Ah ouais? En fait, c'est même le contraire. Elles ont tendance à créer ce qu'on appelle l'effet de ralliement. Lors de crises majeures ou même de guerres, les taux de suicide ont historiquement tendance à chuter. Ah, parce que les gens se serrent les coudes en fait. Exactement. Les individus trouvent un sens accru dans l'action collective, la survie commune et la solidarité de groupe. Le véritable déclencheur de la crise des années 2010 ne correspond à aucune guerre ou crash boursier. Ok, donc on cherche autre chose. Il s'aligne avec une précision chirurgicale sur ce que Jonathan Haidt appelle le grand recablage. En 2010, Apple sort l'iPhone 4. Sa grande nouveauté, la première caméra frontale. Ouh, l'aube de l'ère du selfie. C'est ça. Puis, en 2012, Facebook rachète une petite application naissante appelée Instagram et la propulse à l'échelle mondiale. Le monde n'est pas soudainement devenu plus dangereux ou plus pollué en 2012. Non, ce qui a changé, c'est que ce monde, avec toutes ses angoisses, ses atrocités, mais aussi toutes ces comparaisons sociales toxiques, il a commencé à être injecté directement dans le cerveau des adolescents 24 heures sur 24. Sous forme de flux algorithmiques constants et ininterrompus. Oui, C'est fascinant de voir à quel point les dates coïncident parfaitement. Alors maintenant qu'on a établi quand ce basculement dramatique a eu lieu, intéressons-nous à ce qui était perdu au passage. Parce qu'on fait souvent l'erreur de penser que la technologie n'a fait qu'ajouter une couche d'informations à nos vies. alors que pas du tout. En réalité, elle a agi comme un bulldozer. Elle a remplacé ce que l'évolution a mis des millions d'années à perfectionner, l'enfance basée sur le jeu. L'être humain est une créature très étrange sur ce plan, non? On a une enfance exceptionnellement longue comparée aux autres mammifères, tu ne trouves pas? C'est une spécificité évolutive majeure, en effet. Les bébés humains grandissent très vite au début, puis la croissance ralentit drastiquement pendant des années, formant un long plateau, avant de refaire un pic soudain à la puberté. Mhm. Ce plateau interminable n'est pas une erreur de la nature. C'est notre période critique d'apprentissage culturel et d'intégration sociale. C'est le moment où l'on est censé expérimenter, jouer, se tromper. Et c'est là que le grand recablage a tout saccagé en supprimant 3 piliers fondamentaux de cet apprentissage. Le premier, c'est le jeu libre, c'est-à-dire le jeu où il n'y a pas un adulte avec un sifflet pour arbitrer, quoi. C'est essentiel. Bah oui, c'est dans le bac à sable ou dans la rue que les enfants apprennent à gérer les conflits, à négocier les règles, à comprendre quand on va trop loin. Ensuite, il y a le deuxième pilier qui est d'ordre neurologique. C'est la synchronisation ou l'attunement en anglais. Il s'agit de l'échange millimétré de regards, de sourires, de froncements de sourcils et de langage corporel qui se fait en temps réel, face à face. Ouais, le contact humain pur. C'est la base physique sur laquelle se construisent l'empathie profonde et la capacité d'attachement. Et le troisième pilier, c'est l'apprentissage social. Historiquement, on apprend en observant son environnement direct. Sauf qu'aujourd'hui, ce pilier a été purement et simplement sous-traité à l'algorithme. Évolutivement, le cerveau humain possède ce qu'on appelle des billets de conformité et des billets de prestige. Tout à fait. Pour survivre dans une tribu, on va naturellement imiter ceux qui sont perçus comme les plus compétents ou les plus respectés de notre communauté. Et c'est là le drame. Aujourd'hui, ces instincts de survie tribaux ont été piratés. L'algorithme a remplacé les figures de la communauté par des influenceurs lointains et des compteurs de likes. C'est clair. La compétence qui génère du prestige aujourd'hui, ce n'est plus la sagesse ou l'habileté, c'est la capacité artificielle à capter et retenir l'attention par tous les moyens. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en lisant les sources, une image m'est venue à l'esprit. On peut vraiment voir le smartphone comme un bloqueur d'expérience. Ah oui, c'est une bonne analogie. C'est comme si, pour apprendre à un bébé à marcher, on l'asseyait dans un fauteuil très confortable et on lui donnait un iPad qui diffuse des documentaires absolument passionnants en 4K sur la mécanique de la marche à pied. Mais sans jamais le laisser essayer? Exactement. L'écran est tellement captivant, l'image est si belle et le fauteuil si doux que le bébé ne va jamais essayer de se lever. Il ne va pas trébucher, il ne va pas se cogner de genoux contre la table basse. Et au final, il ne marchera jamais, parce que l'écran a bloqué la friction nécessaire à l'apprentissage. Si l'on relie cela au contexte global de la psychologie du développement, cette analogie est d'une justesse clinique. Le monde virtuel exige une toute autre mécanique mentale. Les réseaux sociaux forcent les enfants à devenir, en gros, des gestionnaires de marque. C'est tellement ça. Et surtout, c'est asynchrone. Au lieu d'être de simples enfants synchronisés physiquement avec leur père dans l'instant présent, ils calculent. Ils éditent, filtrent, recadrent, puis publient du contenu. Ensuite, ils s'assoient et attendent anxieusement les réactions différées. C'est un travail à plein temps. Mais oui,
Or, le cerveau en développement traverse des fenêtres temporelles très strictes, qu'on appelle des périodes sensibles. Jonathan Haidt rappelle les travaux fondateurs de Konrad Lorenz à ce sujet. À l'histoire avec les oies, c'est ça. Oui, les bébés oies qui s'imprégnaient des bottes du chercheur. Dès leur naissance, leur cerveau est programmé pour suivre la première chose qui bouge, en supposant que c'est leur mère. Si c'est une paire de bottes, le cerveau s'imprègne de ces bottes, et c'est irréversible. C'est la fenêtre d'imprégnation. Impressionnant. Et il y a aussi cette étude passionnante de Yasuko Minora sur les enfants de familles expatriées japonaises en Californie. Elle a démontré que la fenêtre cruciale pour forger l'identité culturelle profonde, l'accent et la manière fondamentale d'interagir avec les autres se situe très précisément entre 9 et 15 ans. Entre 9 et 15 ans. C'est glaçant quand on y pense. Pourquoi ? C'est précisément l'âge exact où la société moderne offre un smartphone aux enfants et les envoie s'imprégner de la culture souvent toxique, comparative et superficielle de TikTok ou d'Instagram. On leur donne ces appareils pile au moment où leur cerveau est en train de couler le ciment de leur identité sociale. Ouais, le ciment prend, mais avec les mauvais matériaux. Ce qui nous amène à un paradoxe absolument central dans toute cette histoire, le paradoxe du risque. Si le jeu physique, les chutes et les petites blessures sont le véritable moteur de notre développement, que se passe-t-il dans le cerveau quand on retire tout ce stress ? Il stagne. Ça me fait penser à cette histoire incroyable. Le projet Biosphère 2, dans les années 90, tu connais ? La fameuse serre géante en Arizona. Oui, c'est ça. Les scientifiques avaient construit ce dôme de verre gigantesque pour simuler un écosystème fermé, parfait, en vue de la colonisation spatiale. À l'intérieur, les conditions étaient optimales. Ils ont planté des arbres qui se sont mis à pousser à une vitesse hallucinante. Ils étaient magnifiques. Sauf que ça a mal tourné. Ouais, avant d'atteindre leur pleine maturité, ces arbres finissaient tous par s'effondrer sur eux-mêmes sous leur propre poids. Et les scientifiques ne comprenaient pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'ils réalisent ce qui manquait, en fait. Le vent. À l'intérieur du dôme, il n'y avait aucun vent. Sans la résistance régulière du vent, pour secouer les jeunes pousses, l'arbre ne crée pas ce que les botanistes appellent le bois de tension. Du coup, les racines restent en surface, le tronc est spongieux et faible. Et la métaphore de Hyde est brillante. Nos enfants sont comme ces arbres de Biosphère 2. C'est l'essence même du concept d'antifragilité. Le système psychologique humain n'est pas conçu pour être protégé de toute perturbation. Il a un besoin physiologique d'être secoué pour se renforcer. C'est fou de se dire ça. Le cerveau humain fonctionne comme un pendule qui oscille entre deux états. D'un côté, le mode découverte, où l'individu explore, recherche la nouveauté et apprend. De l'autre, le mode défense, qui est un état de repli sur soi, d'hypervigilance et d'anxiété, destiné à survivre à une menace. Et pour activer ce fameux mode découverte, l'enfant a viscéralement besoin de ce qu'on appelle le jeu risqué. Chercher la vitesse sur un vélo, grimper très haut dans un arbre, ou même les jeux de lutte entre amis. Exact. D'ailleurs, le livre utilise une anecdote géniale pour illustrer ça, avec Wilma le petit chiot. Mais l'histoire de Wilma explique tout. C'est un tout jeune chien qui veut interagir avec des chiens beaucoup plus massifs qu'elle. On la voit s'approcher, la peur l'envahit, elle prend la fuite en couinant. Et puis... Quelques secondes plus tard, elle fait brusquement demi-tour et revient à la charge en remuant la queue. C'est ça le truc. Elle dose sa propre terreur de manière totalement autonome. Elle flirte avec la limite pour trouver le point de bascule exact entre le danger mortel et le frisson excitant du jeu. Et ce faisant, elle guérit ses propres phobies innées. C'est un mécanisme de survie. Les enfants font exactement la même chose quand on les laisse libres dans un parc. Le risque, à petite dose, est l'antidote naturel à l'anxiété. Mais là, il y a une question qui me brûle les lèvres. Je comprends l'intérêt de tomber d'un arbre, mais sur Internet, dans le monde virtuel, il y a aussi énormément de stress, non ? Oh que oui. Les jeunes affrontent des conflits constants, du rejet, du cyberharcèlement, de la méchanceté gratuite. C'est ultra violent l'adolescence en ligne. Alors, pourquoi est-ce que cette friction numérique ne joue pas le rôle du vent ? Pourquoi ce stress virtuel ne les rend-il pas antifragiles, tout comme tomber du tourniquet ? C'est une excellente distinction et c'est crucial de comprendre la différence. La réponse réside dans la nature même du retour d'expérience et du coût de l'erreur. Dans le monde physique, dans une cour de récréation, les erreurs ont un coût généralement faible et temporaire. Ouais, on s'égratine et puis voilà. C'est ça. On s'écorche le genou, ça fait une croûte, ça guérit. On se dispute pour un ballon, mais ça se termine par une moue boudeuse, une tape dans le dos, un sourire. Il y a une résolution corporelle. Le corps signale au cerveau que la menace est passée. La boucle de stress est bouclée en fait. Exactement. Or, dans le monde virtuel, les erreurs n'ont aucune résolution physique. Les conflits sont désincarnés,
Pire, ils sont publics, potentiellement viraux et surtout éternels. Un commentaire humiliant ou une photo compromettante ne disparaît jamais vraiment. C'est terrifiant. Face à une asymétrie pareille, c'est-à-dire un coût social potentiellement infini, l'algorithme passe une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête de l'adolescent. Résultat, le cerveau n'a pas d'autre choix physiologique que de verrouiller ses portes et de s'enfermer en mode défense. Il ne peut pas utiliser ses expériences pour croître. Il s'épuise littéralement à essayer de survivre socialement. C'est quand même fou. On entend ça, on comprend l'étendue des dégâts, et pourtant on a tous mis ces appareils entre les mains des enfants. Ce qui soulève une immense question, comment en est-on arrivé là? À quel moment, en tant que société, a-t-on décidé que c'était une bonne idée d'enfermer les enfants à l'intérieur, scotchés à des écrans, et de vider les parcs publics? Pour comprendre cette genèse de la surprotection, l'ouvrage remonte aux années 90. C'est là que la dynamique de la parentalité s'est fracturée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout commence avec l'obsession médiatique autour du danger des inconnus. Le fameux Stranger Danger aux États-Unis, qui s'est exporté un peu partout. Avec l'avènement des chaînes d'information en continu, les faits divers extrêmement rares d'enlèvement d'enfants ont été diffusés en boucle. Les médias ont fini par convaincre les parents que le monde extérieur grouillait de kidnappeurs à chaque coin de rue. Alors que les statistiques montraient que le monde devenait en fait de plus en plus sûr. Exactement. Et en parallèle de cette paranoïa, on a assisté à une perte tragique de la solidarité adulte de quartier. Avant, les adultes gardaient un œil collectif sur la rue. Si un gamin faisait une bêtise, le voisin le recadrait. Bien sûr, c'était normal. À partir des années 90, la peur des procès, ou simplement la peur de s'attirer les foudres d'autres parents surprotecteurs, a poussé les adultes à détourner le regard. Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés, quoi. C'est ça. Et cela a donné naissance à ce que les sociologues appellent la culture concertée. L'éducation a cessé d'être un processus naturel pour devenir un projet d'optimisation extrême. En gros, on est passé de la méthode « va jouer dehors avec tes copains et rentre quand les lampadaires s'allument » à une gestion de l'enfant comme s'il s'agissait d'une écurie de Formule 1. C'est une belle façon de le dire. Minutant chaque heure de la journée. Leçon de piano à 17h, soutien en maths à 18h, club de foot hyper encadré le week-end. Tout ça au détriment total du jeu libre, qui est pourtant la véritable école de la vie. Et c'est ce qui nous a conduit au glissement conceptuel ultime de la sécurité, ou safetyism. Au départ, la recherche de sécurité était physique et rationnelle. Mettre des ceintures de sécurité à l'arrière des voitures, c'était une excellente idée. Enlever le plomb de la peinture, aussi. Logique. Mais le concept a dérivé. De la sécurité physique, on est passé à l'exigence absolue de sécurité émotionnelle. L'idée selon laquelle un enfant a le droit fondamental de ne jamais être contrarié, offensé ou simplement mis mal à l'aise par ses pairs. L'exemple donné dans le livre est tellement absurde qu'on a du mal à y croire. Il y a carrément des écoles qui ont mis en place des panneaux interdisant aux enfants de jouer au loup ou de faire un match de foot improvisé pendant la récréation, à moins qu'un adulte ne soit présent sur le terrain pour arbitrer et s'assurer que personne ne se sente exclu ou blessé dans ses sentiments. C'est allé très loin. C'est le niveau zéro de l'apprentissage de la résolution de conflits. Comment un enfant peut-il apprendre à régler une dispute s'il y a toujours un adulte géant qui vient siffler la fin de la partie à la moindre contrariété? Il ne l'apprend pas. L'arbre grandit sans vent. C'est vraiment l'histoire la plus poignante des sources étudiées. Une jeune fille, aujourd'hui âgée de 14 ans, raconte qu'à l'âge de 10 ans à peine, dans sa propre chambre, elle est tombée sur des sites pornographiques extrêmes sur son smartphone. C'est terrible. Elle a navigué d'une vidéo traumatisante à l'autre sans jamais rencontrer la moindre vérification d'âge digne de ce nom. Et pendant que son cerveau de 10 ans encaissait ce choc d'une violence inouïe, que faisait sa mère? Elle était juste à côté. Sa mère était juste dans la pièce d'à côté, attentive, impliquée, appliquant à la lettre les préceptes de la parentalité moderne, en s'assurant assidûment que sa fille mangeait bien ses 9 portions de fruits et légumes quotidiens. L'illusion de contrôle est totale. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Cela soulève une question cruciale qui synthétise la thèse centrale de Haidt. Et il faut regarder ça d'un point de vue purement clinique et sociétal. L'organisation de la société moderne a littéralement inversé les besoins de développement fondamentaux de l'enfant. L'inversion totale. D'un côté, on surprotège frénétiquement dans le monde réel, un environnement où le risque physique mineur et la friction sociale sont vitaux pour forger la confiance, et de l'autre, on sous-protège de manière incompréhensible dans le monde virtuel. Un environnement spécifiquement conçu par des ingénieurs pour créer de la dépendance, où les dommages échappent au regard des parents mais s'avèrent psychologiquement dévastateurs. Donc en gros, on a créé un système qui fabrique des enfants avec des genoux intacts, sans la moindre égratignure, mais avec des cerveaux complètement épuisés.
C'est le résumé brutal mais très exact de la situation. Et c'est précisément pour cela que cette analyse, cette réflexion qu'on mène aujourd'hui, est absolument essentielle pour tous ceux qui observent notre société. Que l'on soit soi-même parent, grand-parent, éducateur, manager dans une entreprise ou simple citoyen. Parce que cette fameuse génération anxieuse, dont le cerveau a été bloqué en mode défense pendant toute son adolescence, eh bien elle a grandi. Tout à fait, ils sont adultes maintenant. Ces jeunes intègrent maintenant les universités, ils font leur entrée sur le marché du travail. Ce n'est plus juste une histoire de cours de récréation. Ils sont en train de redéfinir en profondeur notre rapport collectif au risque, à l'effort, à la résilience et à la façon dont nous communiquons les uns avec les autres. C'est une mutation majeure de la conscience humaine et on est tous dans le même bateau. Et si on prend un peu de hauteur, cela amène une réflexion finale vertigineuse, qui mérite vraiment d'être creusée. Ah oui, oui. Oui, les données qu'on vient de décortiquer démontrent de manière irréfutable que les écrans et les algorithmes agissent comme des bloqueurs d'expérience pour les adolescents pendant leur période de développement sensible. Le diagnostic est clair. Mais ne devrions-nous pas avoir l'honnêteté de nous regarder dans un miroir ? Ouh, je vois où tu veux en venir. Les réseaux sociaux ne fonctionnent-ils pas exactement de la même manière pour nous, les adultes ? C'est la grande question, oui. Quand on traverse nos propres périodes de vulnérabilité et de transition, genre devenir parent pour la première fois, traverser une violente rupture, changer de carrière ou faire face à un deuil, la friction du monde réel est douloureuse. N'est-on pas, nous aussi, extrêmement tentés de fuir cet inconfort ? Absolument. En s'engourdissant face au défilement infini de nos écrans, en se réfugiant dans cette colonie martienne aseptisée où tout est filtré, ne court-circuite-t-on pas notre propre antifragilité d'adulte ? C'est très probable. Avant d'envoyer nos enfants vivre sur Mars et de s'étonner que leurs os se brisent, peut-être qu'il faudrait vérifier si on n'y a pas nous-mêmes discrètement élu domicile. Voilà une pensée à garder bien en tête et à méditer longtemps après la fin de cette exploration.